Bonjour à toutes et à tous, apparemment très nombreux aujourd'hui pour ce webinaire qui témoigne et on en est ravis de l'intérêt pour Aldo et globalement pour le sujet du carbone, des sols et des forêts dans les territoires. Alors, je suis donc Sylvain Rullier, je suis ingénieur thématique sol, climat, agriculture au service agriculture, forêt, alimentation à l'ADEME. Et donc, je vais introduire ce webinaire et le programme donc, qui nous rassemble sur environ 1 heure et demie. Voilà, on va dire les règles du jeu et de fonctionnement du webinaire vous ont été rappelées par Suzy. On sera ensemble donc, jusqu'à 15h30. Ce webinaire est enregistré, il sera rediffusé en replay, on en reparlera à la fin. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir surtout vous présenter concrètement l'outil Aldo dans sa nouvelle version en ligne qui a été digitalisée avec un petit temps interactif où vous pourrez justement tester chacune l'outil en ligne et répondre à quelques questions, un petit sondage on va dire, pour voir déjà votre prise en main de l'outil. Nous vous présenterons ensuite les mises à jour et les évolutions d'Aldo en termes de base de données. On va dire la forme et le fond de l'outil qui ont évolué, qui sont en cours d'évolution. Et puis, nous vous proposerons deux focus, on va dire deux focus thématiques. Une première intervention de Mathieu Dassault de l'IGN pour vous parler de tout le travail réalisé et en cours sur les données forestières qui ont entre autres pu alimenter Aldo. Et puis ensuite, une intervention de Mélanie Juillard du CITEPA qui vous parlera plus globalement de l'inventaire au niveau national, l'inventaire du secteur des terres, donc du secteur UTCATF, l'utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie, pour quelque part prendre du recul, dézoomer et voir tout le lien et toute la pertinence d'une approche territoriale de la prise en compte de la séquestration des stocks, des flux de carbone dans les sols, dans la biomasse pour nos territoires. Donc, ce sera la remise en perspective, le point 5 pour terminer, et puis quelques éléments de ressources autour de l'outil pour aller plus loin. Alors, hop, voilà, si j'arrive à passer la diapo, voilà quelques éléments de contexte ou de rappel, puisque je crois que dans nos participants, et bien sûr on diffusera aussi le support à la suite. Dans nos participants, certains ou certaines sont déjà probablement familiers d'Aldo dans sa version actuelle ou antérieure, d'autres probablement un petit peu moins. Donc quelques éléments de rappel, de contexte. L'origine d'Aldo, c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 et son décret de 2016 imposant, rendant obligatoire la réalisation pour les EPCI d'un plan climat air énergie territorial, PCAET, anciennement PCET, donc obligatoire pour les EPCI dans un premier temps de plus de 50 000 habitants et dans un second temps de plus de 20 000 habitants, donc on va dire une cible, une assiette élargie. Vous avez sur la droite une carte à peu près à jour des EPCI concernés par on va dire cette obligation de réalisation des PCAET qui concerne environ 60% des EPCI, des intercommunalités, et qui représentent environ 85% de la population nationale. Ces PCAET, ils comprennent dans les grandes lignes un diagnostic territorial, l'élaboration d'un programme d'action et le suivi de ce programme d'action, et une évaluation. Et parmi les axes thématiques importants des PCAET, on trouve donc l'axe d'estimation de séquestration nette de CO2 dans les écosystèmes, c'est-à-dire les sols et les forêts. Et donc, l'origine d'Aldo, c'est bien ce volet, enfin le besoin de proposer un outil simple, transparent et pratique, je dirais, pour faciliter l'élaboration de ces PCAET, notamment pour les chargés de mission PCAET dans les EPCI, pour estimer, donner des ordres de grandeur des stocks et des flux de carbone des sols et des forêts. Donc la première version d'Aldo a été élaborée par l'ADEME en 2018, format tableur Excel, donc avec une estimation, comme j'ai dit, des stocks et des flux tendanciels,
dans les écosystèmes, dans les différents compartiments que vous pouvez que vous retrouvez en bas à droite, c'est-à-dire le compartiment, le réservoir sol, le réservoir de la litière, notamment forestière, le compartiment de la biomasse ligneuse, qu'elle soit aérienne ou racinaire, notamment les forêts, mais pas que, également les haies, entre autres, et le dernier compartiment qui sont, qui sont les produits bois, bois d'œuvre et bois d'industrie. Ces données d'Aldo sont issues depuis l'origine de données spatialisées, donc à partir de différentes bases de données d'occupation du sol, donc Corinne Landcover est utilisée. Les données de pédoclimat, on s'appuie sur les données INRAE du réseau de mesure de la qualité des sols, RMQS. Les données également de peuplement forestier, on y reviendra tout à l'heure avec l'IGN. Et donc calculer en appliquant des valeurs de référence de stock et de flux de carbone. Donc, en résumé, Aldo, et ça a toujours été, et ça le reste dans cette version en ligne, c'est un outil simple, gratuit, transparent, en open data, qui donne des ordres de grandeur. Alors, de niveau tiers 2 au sens de la typologie, de niveau de précision donné par le GIEC, c'est-à-dire basé sur des références plutôt régionales, mais qui puissent s'appliquer sur l'ensemble du territoire métropolitain. Voilà, aujourd'hui, Aldo ne couvre pas les départements et régions d'outre-mer, faute de données et voilà, suffisamment précises à ce jour. Et donc, les données sont aujourd'hui agrégées par EPCI. Je passe, alors si j'arrive à retrouver le contrôle, ah voilà, pardon, on y arrive, non, je vais un petit peu loin, il y a un petit temps de réaction, pardon. Et pour terminer l'introduction, une présentation, j'aurais pu aussi commencer par ça, une présentation de l'équipe projet aujourd'hui pour faire évoluer l'outil Aldo, l'équipe projet autour de la digitalisation de l'outil. Alors, dans un premier temps déjà de correction, de mise à jour et d'amélioration de l'outil, au format Excel, et ensuite de digitalisation et d'animation de cette version. L'équipe projet, c'est donc l'ABC, l'Association pour la transition bas carbone, Victor et Maxence qui nous accompagnent aujourd'hui, la PCC avec Suzy qui vous a accueilli, et puis Datagir qui a porté donc le développement et la digitalisation de la version web, donc Datagir qui est un service public de développement de solutions numériques en open data pour la mise à disposition des données environnementales, et donc qui a pu développer différents outils, et donc qui nous a vraiment appuyé sur le développement d'Aldo en ligne. Donc quelques étapes déjà réalisées récemment avec cette équipe projet depuis 2020. Donc la mise à niveau, vous le voyez sur la frise à droite, la mise à niveau de la version Excel avec tout un travail de fond de reprise des données. Les fondamentaux d'Aldo en termes de base de données, de méthodes de calcul sont restés globalement les mêmes. Il y a eu tout un tas néanmoins de correctifs et de mises à niveau qui ont dû être faites pour aboutir en décembre dernier à l'actualisation de certaines bases de données, et surtout le lancement de la version web avec un travail sur l'ergonomie notamment. Et puis quelques étapes qui sont d'ores et déjà prévues dans le processus d'amélioration continue d'Aldo. Premier semestre 2023, on va continuer à actualiser certaines bases de données. Victor vous précisera ce travail en cours, notamment la ventilation des données à l'échelle communale. Et puis, continuer à travailler sur le fait d'affiner le maillage des données, toute une réflexion en cours avec le CITEPA sur l'inventaire, un maillage plus fin sur notamment les changements d'occupation des sols. Et puis d'autres perspectives qui sont encore à définir autour d'Aldo en fonction des besoins utilisateurs qu'on pourra recueillir, et puis des discussions que l'on peut avoir avec un comité scientifique et technique qui se réunit, que l'on réunit régulièrement pour poser, on va dire, les fondamentaux justement scientifiques, techniques, et identifier les perspectives et les points de vigilance pour ce genre d'outils. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour sur cette introduction. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, et on y reviendra ensuite
plutôt en fin de session. Je vais donc donner la parole à Victor pour vous présenter, pour entrer dans le vif du sujet. Merci Sylvain, bonjour tout le monde. Comme j'ai été introduit, Victor Pichot de l'association pour la transition bas carbone, et je vais vous présenter aujourd'hui une petite présentation de l'outil en version web et de ses principales fonctionnalités. Et le plus simple pour que ce soit relativement fluide et concret, le mieux c'est que je le fasse directement sur l'outil en ligne. Donc je vous laisse me dire si vous voyez bien dans mon partage d'écran l'outil Aldo Web, qui se présente de la manière suivante. Donc, on a une page d'accueil de l'outil Aldo avec plusieurs informations, déjà, une petite introduction sur l'outil Aldo, évidemment, une rubrique actualité. Je vous invite à regarder régulièrement, j'y reviendrai tout à l'heure, et Sylvain l'a introduit, on a plusieurs séquences de mise à jour. La version actuelle est la version être de novembre 2022 et il y aura plusieurs versions à venir en 2023 et je présenterai tout à l'heure les évolutions qu'on attend et qui ont déjà eu lieu. Dans la rubrique actualité toujours, c'est ici que vous pourrez par exemple consulter les prochains webinaires et le replay par exemple de celui qu'on est en train de mener actuellement. Alors, l'outil Aldo, Sylvain l'a présenté, il vous permet de vous présenter pour des territoires, des ordres de grandeur en matière de stock de carbone et en matière de flux de carbone. L'outil Aldo vous permettra également d'estimer les potentiels de stockage carbone liés à des pratiques agricoles dites stockantes. Je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. Quand vous arrivez sur cette page d'accueil, vous pouvez renseigner votre PCI grâce à son nom ou à son numéro de sirène. Et je présenterai tout à l'heure quelles seront les prochaines ventilations territoriales qui seront disponibles dans l'outil Aldo. Donc pour cette version-là, vous avez ici 4 onglets vous permettant de consulter les résultats en termes de stock de carbone, en termes de flux de carbone, en termes de pratiques agricoles, j'en ai parlé, et un petit onglet de configuration pour meilleure transparence. On vous laisse la main sur certaines hypothèses et paramètres pour pouvoir coller au mieux à la réalité de votre territoire. Alors, pour commencer par les stocks de carbone, vous avez dans un premier temps des onglets de visualisation graphique de ces résultats. Alors, on voit ici, par exemple, la répartition de ces résultats par réservoir, toute occupation du sol confondu. Ça permet d'introduire la notion de réservoir de carbone. On a dans l'outil Aldo une addition de résultats dans le réservoir sol, dans le réservoir litière, dans le réservoir biomasse, donc soit aérienne ou racinaire. Et c'est en cumulant ces stocks-là dans ces 4 réservoirs d'un territoire que l'on obtient les stocks de référence par EPC. Donc, on a les résultats par réservoir, on a les résultats par occupation du sol, les forêts, les cultures, les prairies, etc. Et on a, retenez bien, parce qu'il y aura un petit exercice interactif tout à l'heure, ici les stocks de référence par unité de surface. C'est le fonctionnement et le principe de calcul d'Aldo, c'est qu'on utilise en fonction de l'emplacement de votre territoire, en fonction de la zone pédoclimatique dans laquelle il se situe, en fonction de la région sylvicole dans laquelle il se situe, etc., des stocks de référence par unité de surface et par occupation du sol. Donc, on voit ici, par exemple, que pour ce territoire, c'est les forêts feuillues qui stockent le plus de carbone à l'hectare. Et en fonction du nombre d'hectares de votre territoire, vous pourrez avoir des résultats agrégés ici différents. Voilà, c'est le tableau de résultats que vous pouvez extraire pour avoir vos résultats comme cela se présentait dans l'outil Excel précédent. Très important également, dans chacun des onglets, on vous laisse la main pour modifier les surfaces d'occupation du sol. C'est-à-dire que nous, on utilise des bases de données qui sont par définition disponibles à l'échelle de la France métropolitaine, mais on est aussi conscient que vous pouvez avoir des diagnostics territoriaux plus fins en termes de données surfaciques, et vous pouvez donc mettre à jour les hectares que vous connaissez pour chacune de ces typologies. Pour chacun de ces résultats-là, vous avez ici aussi une transparence des calculs en cliquant sur les petits points d'interrogation. Donc, vous avez à la fois
on regarde en termes de typologie de surface. Donc ici, pour les sols artificiels, on regarde ce qui est imperméabilisé, ce qui est artificiel mais enherbé et arbustif, ou ce qui est artificialisé, arboré. Les stocks de référence à l'hectare de chacun des réservoirs et du coup, en fonction des surfaces de votre territoire, les totaux. Je ne rentre pas plus dans le détail de la transparence des calculs. Mais si vous avez besoin d'approfondir, vous avez un onglet documentation ici. Voilà, dans lequel vous avez une très grande clarté et transparence sur tout ce qu'on a utilisé. Donc les méthodologies de calcul pour les stocks, pour les flux, pour les pratiques agricoles, pour la configuration. Et surtout, c'est des questions qu'on reçoit souvent, l'ensemble des sources et des bases de données qu'on utilise pour les surfaces, pour les variations de surface, pour les stocks, etc. Je ne rentre pas forcément dans le détail, mais n'hésitez pas à aller consulter ces sources-là. Dans tous les cas, je vous fais une petite présentation juste après, justement sur ces sources et celles qu'on a actualisées en novembre 2022. Si je reviens sur l'outil Aldo, on a aussi un onglet flux, sans m'attarder dessus, qui se construit selon la même structure que l'onglet stock, hein, donc une visualisation graphique, un onglet de résultats avec une transparence des calculs. Et ici aussi, vous pouvez renseigner, si vous avez des diagnostics territoriaux plus fins, les variations de surface annuelles de vos occupations du sol. L'onglet pratiques agricoles permet de renseigner les pratiques qui ont été implantées sur le territoire depuis moins de 20 ans et de pouvoir ensuite voir les conséquences de la prise en compte de ces pratiques. Par exemple, il y a eu de bandes enherbées, de haies pour les cultures ou sur les prairies. Et voir la conséquence de ces pratiques sur les estimations en termes de stock et en termes de flux. Si vous le souhaitez, les résultats sont visibles ici, mais sont tout à fait téléchargeables au format Excel pour pouvoir les reventiler de la manière dont vous le souhaitez, de pouvoir aussi les exporter au format cadre de dépôt PCAET en cliquant sur le bouton ici. Autre fonctionnalité importante, l'onglet Aldo est configurable. Donc, il y a certaines hypothèses. Avant de les modifier, d'aller bien consulter la documentation pour savoir ce que ça procure de modifier ces hypothèses, mais en termes de ventilation, de sol imperméabilisé par exemple, en termes de choix sur l'hypothèse de la répartition des produits bois, pouvoir comparer ce que vous séquestrez sur votre territoire par rapport à ce que vous émettez en termes de BGS, etc. Et tout se passe ici dans l'onglet configuration. Et dernière chose, si en plus de ce webinaire, en plus de la transparence des calculs et en plus de la documentation, vous avez encore des questions, tout se passe sur la page d'accueil. Vous avez un formulaire de contact. Vous pouvez nous envoyer un email et l'équipe Aldo vous répond si vous avez des questions. On a déjà reçu quelques-unes et ça nous permet d'alimenter une FAQ que vous trouvez aussi dans la documentation. Alors, voilà pour la présentation en live des fonctionnalités de l'outil Aldo. Donc, je reviens sur la présentation. Je ne sais pas s'il y a eu des questions sur certaines fonctionnalités. Sinon, on vous propose de tester tout de suite si vous avez à peu près bien compris où se trouvent les principaux résultats sur votre territoire et surtout comment les interpréter. Donc, on vous propose pour cela un test en direct. Vous avez dû recevoir dans la discussion le lien de l'outil Aldo, donc Aldo-ADEME. On vous invite à l'ouvrir. Donc, si vous avez deux écrans, vous pouvez garder le webinaire d'un côté et la page de l'outil web Aldo de l'autre côté. Si vous n'avez qu'un seul écran, privilégiez l'outil Aldo parce que toutes les consignes vont être, dans tous les cas, précisées à l'oral. Donc, allez sur la page d'accueil de l'outil Aldo, sélectionnez le territoire à l'échelle de l'EPCI que vous voulez voir apparaître, ou celui sur lequel vous vous trouvez actuellement. Et répondez aux 4 questions suivantes que Suzy, si tu veux, tu peux afficher, qui vont se trouver sur le live du webinaire, qui vous permettent d'extraire certaines conclusions ou interprétations en synthèse des résultats Aldo.
Donc, normalement, toutes les questions sont des résultats que j'ai montrés dans la démonstration en live, et ça va nous permettre derrière de rebondir sur les résultats en fonction de vos territoires. La première question, dans votre territoire, combien de carbone à l'hectare, on parle ici de stock de référence, stocke la typologie prairie herbacée? On a mis des fourchettes. Est-ce que c'est moins de 60 tonnes de carbone à l'hectare? Est-ce que c'est entre 60 et 70 tonnes de carbone à l'hectare, entre 70 et 80 ou plus de 80? Laisse un petit peu de temps pour vous permettre d'aller sur l'outil WebAldo, d'aller dans l'onglet qui vous permet de visualiser ce stock de référence à l'hectare pour la typologie prairie herbacée. On revient ici de stock de carbone, de tonnes de carbone à l'hectare, et de pouvoir cocher la réponse sur le petit sondage. J'en profite, Victor, pour te remonter une question. Alors, on a plusieurs questions, évidemment, sur le périmètre et les échelles à laquelle sont disponibles les données, mais je pense que tu vas l'évoquer un peu après avec la mise à jour des différentes bases de données qui sont utilisées par l'outil. Mais là, j'ai une question de Béatrice Gaulier qui demande si l'outil peut être exploité par une entreprise, une exploitation agricole ou un golf, par exemple. Oui, tout à fait. Question très intéressante. Je pense que, en conclusion, on pourra tout à fait y revenir, mais en deux mots ici. Évidemment, c'est aussi le principe de ces outils open source, c'est de pouvoir utiliser complètement librement l'outil et de pouvoir s'y interfacer aussi complètement. Il y a plusieurs autres outils d'ailleurs qui vont pouvoir s'interfacer avec Aldo pour pouvoir utiliser les résultats ou les fonctionnalités d'Aldo. Alors, j'imagine que tout le monde a pu répondre à la première question, donc je passe à la deuxième question. On parle ici sur l'ensemble de votre territoire, donc sur l'ensemble des surfaces de votre territoire. Quelle est la typologie d'occupation du sol qui représente le stock majoritaire? Est-ce que ce sont les forêts? Est-ce que ce sont les cultures? Est-ce que ce sont les prairies? Ou est-ce que c'est une autre typologie? Normalement, cette question, elle est assez rapide. Stock majoritaire sur votre territoire. Ensuite, troisième question, quel est le stockage ou le déstockage? Donc, ça va dépendre en fonction des territoires. Est-ce qu'on est en séquestration ou est-ce qu'on est en émission annuelle de carbone associée à l'occupation du sol final, sol artificialisé? Est-ce que sur votre territoire, il s'agit d'une séquestration? Est-ce qu'il y a un flux nul? Pas eu ni de stockage, ni de déstockage annuel. Est-ce qu'on est sur une émission de moins de 500 tonnes de CO2 équivalent par an, ou est-ce qu'on est sur une émission de plus de 500 tonnes de CO2 équivalent par an? Ça dépend fortement de la typologie de votre territoire, mais on y reviendra dans la conclusion. Et enfin, quatrième question, selon vous, vous avez visualisé des résultats sur l'onglet stock, vous avez visualisé des résultats sur l'onglet flux. Selon vous, quel serait l'enjeu principal pour votre territoire, par les sites de PCI, pour favoriser et préserver les stocks carbone? Vous pouvez sélectionner évidemment une seule réponse parce qu'on parle de l'enjeu principal. Et j'imagine que la difficulté de n'en lister qu'un seul, évidemment, on sait qu'il faut jouer sur plusieurs tableaux. On vous demande ici l'enjeu prioritaire à la lecture de vos résultats. Alors, est-ce que, Suzy, tu peux nous afficher les résultats? Alors, j'allais te suggérer peut-être de répondre encore peut-être à une question pour laisser le temps aux gens de répondre parce que là, ça continue de monter. D'accord, pas de On souci. est à 98 réponses, mais ça continue de monter, donc je pense qu'il faut peut-être laisser un tout petit peu plus de temps, si c'est possible, peut-être en répondant à une question pendant ce temps-là. Ouais, ça marche. Ben, moi, j'ai une super question pour toi. Il y a une question qui a été posée qui demande dans quel document est-ce qu'on peut trouver, par exemple, des données locales plus précises sur les surfaces. Alors, dans quel document il y en a, Alors, sur les bases de données, on a un temps dédié pour en discuter tout à l'heure. On utilise à l'échelle de la France métropolitaine Corinne Landcover. Voilà, ça présente l'avantage d'être disponible selon la même nomenclature et sur tout le territoire.
mais ça présente aussi une grosse incertitude en termes de pixels de cette base de données. Et voilà, donc il y a certains diagnostics locaux qui sont menés. Et dans ces cas-là, ça va vraiment dépendre d'un territoire à l'autre. Et c'est pour ça que c'est pas intégré à l'échelle d'Aldo qui se veut voilà, utiliser les mêmes hypothèses à l'échelle nationale. Il y a des diagnostics d'occupation du sol qui sont menés directement par les EPCI. Il y a des diagnostics qui sont menés par les régions. Il y a, n'hésitez pas, on arrivera sûrement à la fin du webinaire l'année prochaine qui publiera aussi une ventilation plus précise de ces surfaces dans le cadre de son inventaire. Voilà, quelques pistes de réponse, mais dans tous les cas, il faut se rapprocher des détenteurs de données locales, donc, EPCI ou départementales ou régionales. Voilà, sachant qu'on peut préciser que bon, il est possible d'apporter, d'améliorer la précision des données d'entrée, notamment sur l'occupation des sols, et je pense aussi à l'Observatoire de l'artificialisation des sols qui peut être utilisé pour certains territoires, mais il faut bien avoir en tête quand même que l'échelle de précision globale des estimations issues d'Aldo reste on va dire pour une vocation échelon territorial niveau EPCI ou agrégation de communes, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais du fait des valeurs de référence, que ce soit pour les sols, les compartiments biomasse, les flux, etc., qui sont plutôt des valeurs d'un niveau régional ou subrégional, l'outil n'a pas du tout vocation à pouvoir être appliqué à une échelle plus fine et en aucun cas une échelle parcellaire ou une échelle opérationnelle, par exemple, dans le cadre d'un aménagement. Voilà, il faut bien rappeler cette limite. Je parlais tout à l'heure de niveau tiers 2, c'est-à-dire on reste bien sur des ordres de grandeur, un échelon régional, territorial, mais pas au-delà sur les estimations. Merci Sylvain. Est-ce qu'on peut afficher les résultats du petit sondage? On peut, là on est, attends, ça y est, juste là, ça continue à monter d'un coup. Alors attends, j'essaie de voir parce que si ça se stabilise, ouais, là on est à 65 de participation, donc c'est pas mal. Allez, je mets fin au sondage, hein. Voilà. Est-ce que vous voyez les réponses? De ton côté, Victor, ça apparaît? Pas encore. Alors attendez, hop. Voilà, là Voilà, ça devrait être c'est mieux. bon. Alors, normalement, tout le monde voit les réponses au sondage et voilà, une chose que moi, donc c'est super intéressant, hein, c'est qu'on voit que, par exemple, pour la première question, c'est très variable. C'est justement ce qu'on voulait montrer en live et on attendait un petit peu ces résultats-là. Voilà, Aldo permet de voir quels sont les ordres de grandeur des stocks et des flux, on en a discuté, pour derrière orienter les enjeux de préservation de la séquestration de carbone. Et c'est variable sur chaque territoire. Ça va dépendre de votre localisation, dans la zone pédoclimatique dans laquelle vous vous situez, dans la région sylvicole. Et donc, il y aura des résultats et des enjeux différents à chaque fois. Et c'est ici quelques résultats, on va dire, importants qu'il faut aller chercher dès que vous utilisez l'outil Aldo. Donc, on vous fait la démonstration, par exemple, pour l'outil, pour le pays de Nemours, qui est un territoire qui a certaines caractéristiques qui lui sont propres en termes pédologiques, climatiques, sylvicoles, en termes d'occupation du sol, mais qui vous donne une petite interprétation de ce qu'on peut interpréter de l'outil Aldo. Alors, je vous fais la démonstration. Pour la première question, d'aller chercher les stocks de référence à l'hectare. C'est évidemment dans l'onglet stock qu'il faut aller chercher. Ici, stock de référence par unité de surface et par occupation du sol. Et la question, c'était pour les prairies zones herbacées. Et donc, la réponse était 56. Donc, on était sur la fourchette entre 50 et 60. Ensuite, la deuxième question sur le stock majoritaire. Donc, cette fois, en multipliant un stock de référence à l'hectare par l'ensemble des hectares qui occupent mon territoire, on voit que le stock majoritaire, ce sont les forêts qui le représentent à hauteur de 68%. Et donc,
une des conclusions derrière, c'est qu'il y a un enjeu de préservation des surfaces boisées, du puits forestier. 68%, c'est important. Et donc, le préserver ce stock, c'est autant d'émissions en moins derrière de flux de carbone. La surface majoritaire, ce ne sont pas pour autant les forêts, ce sont les cultures qui leur représentent plus de 13 000 hectares. Donc, un autre enjeu qui en découle, c'est l'enjeu de préservation des surfaces agricoles, du développement de pratiques agricoles stockantes. Et en revanche, on voit qu'il y a beaucoup de cultures et pourtant, il n'y a pas de haies, à la maille de détection d'Aldo, donc pas ou peu de haies. Et donc, un enjeu de lier ces haies aux cultures et de développer la préservation et le développement des haies sur ces surfaces agricoles et sur d'autres surfaces éventuellement, évidemment. Ensuite, la question sur les surfaces, sur les flux concernait les sols artificialisés. Donc, on est ici à moins 358 tonnes de CO2 équivalent par an d'émissions. Et si on regarde, c'est dû à l'artificialisation à la fois de cultures et à la fois de prairies et à la fois de forêts. Donc, on a l'artificialisation de typologies qui sont plus stockantes que les sols artificiels. Donc, il y a aussi un enjeu de limiter l'artificialisation. Et derrière, on voit qu'il n'y a pas forcément d'enjeu il y a d'autres enjeux qui peuvent y avoir sur d'autres territoires que vous pouvez avoir sous les yeux, par exemple, mais qu'il n'y a pas forcément ici. C'est l'enjeu de retournement des prairies. Voilà, il est plutôt absent, de disparition de zones humides, il est aussi plutôt absent. Voilà un exemple un petit peu d'interprétation des résultats d'Aldo. Ça me permet aussi de revenir sur quelque chose que j'ai souvent dit et qu'on a posé dans le sondage, et une question qu'on a posée dans le sondage. On a fait exprès de pas vous l'expliquer avant. C'est bien que dans le stock, on parle de carbone. Donc voilà, tant que le carbone il est contenu dans le sol et les végétaux, c'est une carbone. À l'inverse, dans les flux, on parle de CO2 équivalent. Et de la même manière qu'un BGS, on parle de flux de carbone, on parle de tonnes de CO2 équivalent. Et donc, c'est une question qui revient aussi assez souvent via les formulaires de contact, c'est pourquoi on n'a pas les mêmes valeurs entre stock et flux, parce que dans le stock, c'est un stock, donc c'est du carbone, et dans les flux, c'est un facteur de conversion de la molécule de carbone pour passer en CO2 équivalent. Voilà. Donc, du fait de ces enjeux très importants et du besoin d'avoir des données le plus actualisées possible, on continue à faire évoluer l'outil. On affine les données, on les actualise. Donc, je vais repasser sur le diaporama pour la deuxième partie, pour vous présenter un petit peu les mises à jour et les évolutions d'Aldo. Alors, pour l'actualisation des bases de données, 3 informations importantes. Vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des sources qui sont consultables dans la documentation, au lien qui s'affiche sur mon partage d'écran et que dans le sens peut vous envoyer dans la discussion. Et ces sources, on précise voilà d'où elles viennent, comment elles sont utilisées, quelle méthodologie, quelles hypothèses on y applique. La version actuelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la version être de novembre 2022. Et c'est ce qui est écrit en dessous et ce qui est écrit aussi sur la page d'accueil du site, c'est que pour votre information, les données surfaciques qui sont représentées dans cette version-là sont les mêmes que dans la version Excel. Voilà. Il y a eu juste une transcription web, il n'y a pas eu d'évolution de ces surfaces. Pour les données carbone des sols et de la biomasse hors forêt, ici aussi, c'est inchangé. Par contre, il y a eu une actualisation des données carbone de la biomasse en forêt et des produits bois. Et c'est ça que je vais vous présenter juste après. Et la prochaine version Chanterelle arrivera printemps 2023. Et l'idée, c'est de vous présenter aussi ce qu'on va attendre. Juste avant de vous présenter les bases de données, on vous présente un petit peu le mécanisme de calcul d'Aldo de manière très schématique. Aldo va utiliser, c'est tout en principe, des données de surface, donc en hectares pour les stocks ou en hectares par an pour les flux, avec des bases de données différentes, pour les sols, pour les forêts et pour les haies. Chacune de ces surfaces, l'idée c'est d'y affecter des stocks de référence à l'hectare ou des flux de référence en hectares par an. Et on a des bases de données différentes pour chacune de ces grands technologies-là. Donc, pour le réservoir sol et litière, c'est une base de données.
pour la biomasse hors forêt aussi, pour la biomasse en forêt, pour la biomasse des haies, pour les produits bois et pour les pratiques agricoles. Évidemment, si on multiplie des hectares par des stocks de référence à l'hectare, on aboutit, on peut avoir besoin de d'autres données pour passer de l'un à l'autre, que sont la ventilation territoriale, le maillage administratif, par etc. Les données de population et les données de récolte. On agrège tout ça et on obtient les résultats ALDO que vous voyez, que vous pouvez consulter librement. Et donc, pour chacune de ces bases de données, on a un rythme de mise à jour et d'actualisation différente. Ce que je vous ai dit à l'instant, c'est que ce qui est actuellement consultable en ligne contient, par rapport à l'outil Excel, une mise à jour de ces 3 bases de données-là. Donc, la biomasse en forêt, et c'est l'intervention de Mathieu Dassault de l'IGN juste après, c'est de vous présenter quelles sont ces données, comment elles ont été mises à jour. On va vous faire un peu une introduction sur les données forêt utilisées dans l'outil ALDO et pouvoir mieux les interpréter ensuite. Donc, par exemple, d'accroissement biologique des végétaux, de mortalité, de prélèvement, etc. Ces données, elles ont été actualisées, des nouveaux résultats sur le web par rapport à l'outil Excel. Et évidemment, ça concerne donc le bois, donc évidemment, ça aussi modifie les résultats pour les produits bois. Et ici. Et donc, vu qu'on a actualisé les produits bois, on a aussi actualisé les données de récolte par région. Ça, c'est les 3 bases de données qu'on a actualisées dans la version être de 2022. Ce qui arrive avec la version Chanterelle 2023, c'est une mise à jour des données à la fois surfaciques et à la fois carbone pour les haies. On va utiliser une nouvelle base de données par rapport à l'état actuel pour les haies. C'est non pas en hectares, mais en kilomètres de haies. C'est la BDE. On va utiliser des nouvelles données carbone pour affecter à ces kilomètres de haies carbone. C'est l'étude de stock de carbone dans les haies de l'IGN qui a été publiée l'année dernière. Et j'ai bientôt terminé sur l'actualisation des bases de données. Là aussi, c'est un sujet qui vous intéresse, je pense. On a eu pas mal de questions sur le sujet. C'est sur pas l'actualisation des données, mais l'actualisation de la visualisation des données. C'est-à-dire que, parler aujourd'hui, les données sont visualisables uniquement à l'échelle des EPCI. Et l'idée, c'est que avec la version Chanterelle 2023, ces résultats seront visualisables en sélectionnant non plus uniquement des EPCI, mais éventuellement des SCOT, des départements, des PNR, etc. Et donc, ça implique tous les petits logos qui est à gauche. On va non pas actualiser ces données, mais actualiser l'échelle des données et donc repasser à l'échelle pour pouvoir ensuite les réagréger à l'échelle de SCOT, de département, etc. Et donc, absolument toutes les bases de données vont être reventilées et ça sera disponible à partir du printemps 2020. Donc ça, c'était pour l'aperçu global de ces actualisations-là. Et Mathieu va vous faire un zoom sur les données forestières qui sont très importantes et qui conditionnent beaucoup les résultats que vous pouvez avoir à l'échelle de vos territoires. Mathieu, je te laisse la main. Oui, merci Victor, merci beaucoup. Donc Mathieu Dassault, moi je travaille dans un département de l'IGN qui s'appelle le DAFOR, le département d'analyse des forêts et des haies bocagères, puisque dans Aldo on parle de forêt mais également de haies. C'est un sujet qui prend un petit peu d'ampleur, mais on y reviendra. Donc là je vais vous présenter rapidement d'où viennent les données forestières qui ont été fournies donc, pour l'outil Aldo. Est-ce que ça défile? Ça ne défile pas? Ah si, ça y est. Il y a un petit peu de lag. Ah oui, d'accord, je suis allé un peu trop loin. Voilà. Donc, en ce qui concerne la mission de l'IGN, donc l'Institut national de l'information géographique et forestière, donc depuis 2012, l'IGN a une mission forestière qui est assez variée, mais qui en grande partie et qui de plus en plus est une mission d'appui aux politiques publiques, notamment dans le cadre de programmes nationaux, régionaux, forêt-bois. Donc, on est impliqué sur les stratégies en faveur de la biodiversité, des aires protégées, pour tout ce qui va être biomasse,
des stratégies bois-carbone, plan climat, air, énergie également. On est impliqué dans tout ce qui est rapportages nationaux, internationaux, notamment dans le cadre des indicateurs de gestion durable et puis de la FAO. Donc, on doit répondre à toutes sortes de demandes et notamment évaluer les différents services rendus par les forêts, des services qui sont nombreux et qui peuvent paraître parfois contradictoires. Donc, par exemple, la production de bois, l'usage récréatif, la qualité de l'eau. Voilà, tous ces services un peu écosystémiques qu'on commence à bien connaître des forêts, hein. La protection de la biodiversité, l'adaptation au changement climatique et également tout ce qui va être développement économique. Donc tout ça, ça implique de disposer d'informations sur la surface boisée, sur le stock de bois présent dans les forêts, la production biologique également des forêts, puis tout ce qui va être la mortalité, les prélèvements. Donc là, plus dans une notion de flux entre deux instants. Et d'évaluer ces données-là pour différents découpages géographiques, différents types de peuplements, voilà, pour différentes essences, entre autres. Donc l'inventaire forestier national, c'est une enquête statistique permanente qui se déroule donc depuis les années 60, une enquête statistique permanente des ressources forestières. Depuis 2005, la méthode d'inventaire a changé. Auparavant, c'était une méthode où les départements étaient faits un par un. Depuis 2005, pour améliorer la réactivité de l'inventaire forestier vis-à-vis de crises nationales, par exemple les tempêtes qu'on a connues en 99, entre autres, on utilise un plan d'échantillonnage systématique, donc un maillage systématique dans l'espace et dans le temps, un maillage France entière. Donc, on a à peu près 6000 points, 6000 placettes forestières qui sont inventoriées chaque année en France métropolitaine. Et donc, ce plan d'échantillonnage, il permet la collecte de données en continu et également la production de résultats en continu avec une mise à jour annuelle. Et donc, c'est un dispositif qui permet d'obtenir des résultats fiables aux échelles nationales et régionales. Donc, quand on combine 5 campagnes d'inventaire, donc d'année en année, les campagnes sont décalées, en fait, le maillage se décale de quelques kilomètres. Et en utilisant 5 campagnes d'inventaire, on peut réaliser donc des estimations sur toutes les données forestières que j'ai citées précédemment aux échelles nationales et régionales. C'est un petit peu long pour mettre la diapo suivante. Voilà. Donc, sur une placette forestière, on va récupérer tout un tas de données. En fait, il y a plus d'une centaine de données qui sont relevées sur une placette d'inventaire. Donc, chaque placette d'inventaire, elle fait 25 mètres de rayon. Ce sont des placettes circulaires. Il y a différentes couches concentriques, disons. Une placette forestière de l'inventaire forestier national est constituée de plusieurs rayons concentriques dans lesquels on va aller récupérer différentes informations. Donc, par exemple, des informations relatives au peuplement, donc que ce soit l'essence principale, les conditions d'exploitabilité, des informations également sur les arbres, c'est-à-dire l'essence, la circonférence à 1,30 m, la hauteur, l'état de végétation, la qualité visuelle de la tige, par exemple. On réalise également un relevé floristique, avec donc des notions d'abondance et de dominance de la flore, et des mesures pédologiques, donc le type de sol et la profondeur de sol, le type d'humus, voilà, toutes sortes de choses. Et un sous-échantillon de la campagne d'inventaire annuelle, il y a un retour en fait sur les placettes pour un sous-échantillon de la campagne annuelle. 5 années après, donc on remesure à nouveau les arbres et puis on va noter la mortalité qui a pu se produire sur la placette, les prélèvements qui ont pu avoir lieu également, pour avoir une information de flux et donc de dynamique au cours du temps. Donc, à partir de ces données d'inventaire, on va réaliser ensuite tout un tas de calculs. Donc, à partir des circonférences et des hauteurs, on va notamment appliquer ce qu'on appelle des tarifs de cubage pour évaluer des volumes d'arbres à différents niveaux de découpe. On a typiquement ce qu'on appelle le volume bois-fort-tige, c'est-à-dire le volume de la tige principale jusqu'à la découpe 7 cm. On a par exemple également des volumes bois-fort total, c'est-à-dire en incluant les branches,
d'une dimension de plus de 7 cm. Ensuite, on va utiliser différentes équations, notamment celles qui sont issues de la recherche, pour évaluer le volume, par exemple le volume aérien total des arbres, jusqu'au diamètre les plus fins. On va utiliser également des coefficients, donc toujours des coefficients qui sont issus du monde de la recherche, des coefficients pour évaluer le volume de la partie racinaire, qu'on ne peut pas inventorier bien sûr sur le terrain. Des données d'infradensité, voilà, c'est-à-dire donc c'est un rapport sur la masse anhydre sur le volume de bois humide qui permet d'avoir des informations pour convertir les volumes en biomasse, et également des informations sur la teneur en carbone du bois. Donc à partir de ces données et puis des différentes équations et des coefficients, on va pouvoir calculer de manière statistique des résultats sur les surfaces forestières et puis également les stocks de volume, biomasse et carbone, et également les flux en accroissement, en mortalité, en prélèvement. Et ce pour différentes, ce qu'on appelle des ventilations, c'est-à-dire pour différents découpages géographiques, par exemple, ou découpages par type de peuplement. Par exemple, peuplement feuillu, résineux, peuplement mélangé. Donc, tout ce système, toute cette chaîne de traitement, tous ces calculs en fait, qui sont réalisés à l'IGN permettent de réaliser ces calculs qui ont toutefois certaines limites, et notamment qui présentent une faible robustesse lorsqu'on s'intéresse à des échelles spatiales particulièrement fines, ce qui est le cas quand on s'intéresse aux EPCI, par exemple. Donc là, on a une quantité de points, une densité de points d'inventaire qui est souvent insuffisante pour fournir des résultats statistiques fiables, donc sur une faible surface géographique. On a toutefois des moyens, en complément de l'inventaire forestier national, on a un moyen de parvenir à évaluer un ordre de grandeur en améliorant la précision, en croisant avec d'autres données de l'IGN. Donc, ces autres données, par exemple, ce sont bien souvent des données cartographiques. La première étant ce qu'on appelle la BD Forêt V2. Donc, c'est une couche géographique vecteur qui représente les principaux types de peuplement forestier. Donc, ça, c'est un travail qui est essentiellement issu d'un travail de photo-interprétation par les photo-interprètes donc de l'IGN. La BD Forêt V2, elle a été conçue entre 2006 et 2000. Alors, la dernière année, je crois que c'est 2018 environ. Donc, selon les départements, elle a un âge plus ou moins avancé. Et donc, c'est un travail qui se déroule de la manière suivante. À partir des photographies aériennes qui sont collectées en continu par l'IGN, on a des étapes de segments automatiques et également de photo-interprétation des types de peuplement qui sont réalisés, avec éventuellement des vérifications sur le terrain. Et cette chaîne de traitement permet donc de produire cette BD Forêt V2, donc cette couche vectorisée, qui est donc une typologie à 32 postes, 32 types de peuplements principaux. Donc là, c'est ce qu'on voit par exemple sur le département des Vosges. On a donc la répartition de ces différents types. Donc les types, ils sont par exemple, ça peut être du hêtre pur, du robinier pur, de la peuplerée, du pin sylvestre pur, du sapin ou de l'épicéa pur, voilà, du mélange de conifères, du mélange de feuillus. Voilà. Après, il y a quand même des mélanges qu'on n'arrive pas forcément bien à distinguer par photo-interprétation, ni même en croisant les photos RVB, ni les photos en infrarouge. Voilà, on arrive à segmenter un peu les peuplements, mais il y a quand même des peuplements qu'on n'arrive pas à identifier. Voilà, dans un mélange de feuillus, on ne peut pas vraiment identifier exactement quelles sont les essences de manière précise. Mais en tout cas, voilà, on arrive quand même à distinguer ces peuplements en 32 types principaux. Ensuite, un autre type de données avec lesquelles on peut faire des croisements avec les données de l'inventaire forestier, ce sont les données de GRECO, donc les grandes régions écologiques, et les SER, donc les sylvo-écorégions, donc qui sont des zonages écologiques, donc qui correspondent chacun à une, en tout cas en ce qui concerne les GRECO, c'est une synthèse des bioclimats, des types de roches, des types de topographie qui sont établis à partir de la végétation qui est analysée. Donc il y a 11 GRECO sur le territoire national.
Ensuite, à l'IGN a été produit la couche des sylvo-écorégions, qui est une subdivision des GRECO, en fonction de facteurs qui déterminent la production forestière, la répartition des habitats forestiers. Voilà. Et donc, on en a 91. Et donc, à partir de ce qui m'amène en fait je vais en terminer là, à une perspective qui est ce vers quoi on se dirige à l'IGN et qui est une demande forte en fait en termes de politique publique, mais également des différents acteurs des territoires. On va donc de plus en plus on tente d'atteindre une précision plus élevée à l'échelle locale. On a de plus en plus de demandes, notamment au niveau des EPCI, des élus sur la forêt d'un territoire assez local. Et afin de pallier à la résolution insuffisante des données IFN, voilà, on va faire ce croisement avec les différentes couches géographiques dont on dispose. Et donc tout ça est combiné dans une approche qu'on appelle une approche multisource, ou dans laquelle on va pouvoir croiser par exemple la carte des essences de la baie des Forêts V2, la hauteur des peuplements qu'on arrive à calculer à partir des photos aériennes. Donc on utilise les photos aériennes pour calculer des modèles numériques de terrain et des modèles numériques de surface qui permettent par différentiel de calculer la hauteur des peuplements. Et donc ces informations, on peut les croiser avec les informations notamment de volume hectare qui sont mesurées à partir des données récoltées sur les points IFN. Et tout ça permet de calculer du volume moyen à l'hectare et de spatialiser la ressource. Donc, c'est l'image que l'on voit tout à droite. Et donc, de fournir après des cartographies un peu plus précises à l'échelle un peu plus locale sur les stocks, sur la ressource sur pied. Donc, voilà pour la partie forêt. Je vous remercie. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation très riche et très claire. Et cette slide me permet de rebondir sur l'usage qu'on en fait dans Aldo, c'est-à-dire qu'on voit ici qu'il y a une perspective d'aller plus en précision vers des échelles locales. C'est-à-dire que pour l'instant, et c'est un point de vigilance qu'on écrit partout dans Aldo, pour l'instant, les résultats sont bien à prendre comme des ordres de grandeur et sont à utiliser comme tels. Ça ne remplace pas des études de terrain, c'est-à-dire que vous avez vu, y revenir rapidement, vous avez vu ici la structuration de ces zones, de ces sylvo-écorégions, de ces GRECO. L'outil Aldo, pour les stocks de référence à l'hectare dans les forêts, utilise justement ce zonage-là. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine différence de ces données-là en fonction des territoires, en fonction de si vous vous trouvez dans tel groupement de sylvo-écorégion ou tel groupement de sylvo-écorégion. Par contre, à l'échelle d'un territoire, entre deux communes ou même au sein de la même commune, entre deux parcelles forestières, on n'a pas ce niveau de détail-là. Donc, Aldo vous présente des ordres de grandeur. Merci Mathieu et Mélanie, je te donne la parole pour nous parler des enjeux de l'inventaire UTCATF. Oui, bonjour à tous. Du coup, Mélanie Juillard, donc je travaille au CITEPA, donc juste pour rappel, donc c'est l'organisme qui réalise les inventaires de gaz à effet de serre à l'échelle nationale pour le compte du ministère de la Transition énergétique. Donc on a des personnes qui travaillent sur l'ensemble des secteurs, donc énergie, déchets, transport. Et donc, moi, je travaille sur le secteur utilisation des terres, donc avec le nom un peu barbare de UTCATF pour utilisation des terres, changement d'affectation des terres et forêts. Donc, pour refaire un petit peu le lien avec l'outil Aldo, je vais vous présenter ce qu'on fait nous à l'échelle nationale et un petit peu les évolutions du coup de ces résultats puits de carbone français ces dernières années. Victor, je crois que c'est toi qui as la main pour la slide. Voilà, merci beaucoup. Donc, de la même façon que pour l'outil Aldo, on est vraiment basé sur le suivi des surfaces d'utilisation des terres. Donc, pour l'outil Aldo, pour l'instant et pour le moment, c'est une présentation qui est faite pour un instant temporel. Mais nous, les exigences à l'échelle nationale sont
sur la période 1990-2021, du coup, pour cette année. Et on suit l'évolution de ces surfaces et des flux de carbone associés sur l'ensemble de cette série temporelle. Donc, les principales catégories suivies de la même façon que pour Aldo sont les forêts, les cultures, les prairies, les zones humides et enfin zones artificielles et une catégorie qu'on nomme autres terres avec un petit peu le restant. Et elles sont subdivisées également en sous-catégories que je n'ai pas forcément détaillées ici. Et pour chacune d'entre elles, on va avoir des stocks de référence pour différents compartiments. Donc, de la même façon que dans Aldo, on suit la biomasse vivante, donc avec un stock aérien et un stock racinaire. On a le bois mort, la litière et le carbone dans les sols minéraux et les sols organiques. Et on a un compartiment un peu particulier qui est celui des produits bois, donc un peu une extension en fait du carbone forestier, mais qui est dans les meubles, les charpentes, etc. Et on étudie les flux qui le concernent également. Donc, on parle souvent de stock versus flux, donc je pense que c'est vraiment une des notions les plus importantes des calculs de ce secteur, parce qu'on peut avoir des types de terres qui ont des stocks qui sont très importants. Donc, par exemple, les zones humides dont on parle assez souvent, mais pour lequel on ne va pas forcément avoir, soit parce que les informations scientifiques actuellement ne sont pas assez développées, soit parce qu'elles ne vont pas être impactées par des changements d'usage. On aura des stocks en place. Et si on a des conversions, par exemple une culture qui est boisée vers une forêt, là on va avoir passage d'un stock qui va être plus faible à un stock plus élevé. Donc, c'est le schéma que vous voyez sur la droite. On imagine que sur la gauche, on avait une culture, donc avec un compartiment sol, un compartiment biomasse vivante en vert qui est assez faible. Et ensuite, quand on progresse vers une autre utilisation du sol, donc la plupart du temps, la période de conversion qui est prise en compte, c'est 20 ans. Et on arrive à un nouvel équilibre avec ces nouveaux stocks de référence pour une forêt, où on a dans le sol la biomasse vivante, davantage de stocks de carbone. Et donc, c'est cette conversion entre deux états de stock qui sont différents qui va générer des flux. Donc ici, un flux d'absorption. Mais dans ce secteur, on a aussi, pour certaines conversions, on considère aussi des flux qui sont des flux d'émissions. Donc, par exemple, l'artificialisation d'un sol agricole qui détériore le stock dans les sols et qui va créer une émission vers l'atmosphère. Donc, on a un certain nombre de paramètres qui sont pris en compte pour ces calculs, nous, dans l'inventaire national. Donc, la base étant le suivi des surfaces. Donc, c'est vous avez rappelé que dans l'outil Aldo, on se base sur des produits satellitaires qui sont Corinne Landcover. Donc, jusqu'à présent, pour l'inventaire national, on se basait sur l'enquête Terruti, qui est une enquête statistique avec vraiment un maillage et des enquêteurs terrain. Et on est actuellement en train de convertir notre méthodo et maintenant, on va intégrer un certain nombre de produits satellitaires pour ce nouveau suivi des terres. Et donc, ensuite, on a une partie des calculs qui sont liés vraiment purement à cette évolution de surface qui crée des variations de stock entre un usage initial et un usage final. Et l'autre partie de ce qu'on prend en compte, c'est pour des types de terres en fait, qui n'évoluent pas, qui restent par exemple une forêt qui reste une forêt. Là, on prend en compte des flux qui nous viennent de l'hygiène, donc comme Mathieu vient de décrire. Donc en forêt reste en forêt, on étudie l'accroissement de la biomasse vivante, la mortalité et les prélèvements. Et l'autre élément également qu'on peut citer dans les flux qu'on prend en compte pour des terres qui ne changent pas d'utilisation, on peut avoir dans les cultures qui restent cultures ou les prairies qui restent en prairies une évolution des pratiques de gestion qui vont impacter le stockage dans les sols. Donc c'est un peu
les notions principales que je voulais vous rappeler. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, comme je le disais, on réalise cet inventaire annuellement. Et donc, ça nous permet de suivre l'évolution de ces émissions et de ces absorptions, parce qu'on a bien les deux, depuis 1990. Donc, le bilan en France de ces émissions et de ces absorptions est bien un puits de carbone. Donc, on a plus de séquestration que d'émissions au global. Donc, c'est la courbe noire qu'il y a dans ce graphique. Et donc, je vais juste évoquer rapidement les tendances majeures qu'on peut observer. Donc, c'est détaillé par type d'usage des terres. Donc, en vert, on voit que la plus grande partie de ce puits de carbone en métropole, en France, ce sont les forêts. Ensuite, on a une part encore de séquestration qui est due aux prairies et aux produits bois. Donc, juste pour, oui, j'avais mentionné les produits bois. Et donc, pour rappel, ce qui est considéré comme un flux dans le compartiment produits bois, ce qui est un petit peu abstrait, c'est le bilan entre les nouveaux produits bois, donc par exemple les nouveaux meubles qui sont produits avec du bois issu de nos forêts, et les produits bois qu'on dit en fin de vie, donc qui partent en décharge. Et donc, c'est vraiment cet équilibre entrée-sortie qui crée un flux de séquestration qui est ici en violet sur le graphique. Et ensuite, le pendant qu'on peut voir ici, actuellement, on avait des émissions en terre cultivée et en zone artificialisée. Donc, comme on disait, conversion par exemple, d'une culture en terre artificialisée, on va avoir une perte de carbone dans les sols et donc c'est comptabilisé en émissions. Et donc, si on veut regarder un petit peu les tendances pour ces différents types d'utilisation des terres, comme on disait, ce qui drive principalement, ce sont les forêts. Et on voit, quand on regarde la courbe noire générale, on voit qu'il y avait eu principalement un pic de 1999 à 2000 et un pic en 2009. Donc, ce sont les deux tempêtes majeures qui ont créé un fort déstockage et donc une dégradation du puits qui a été assez importante. Et je pense que le deuxième élément qui est assez marquant, c'est depuis à peu près les années 2015, il y a une assez forte baisse du puits de carbone forestier, donc qui est assez bien documentée côté IGN, qui est due à une augmentation assez forte de la mortalité. Donc, ces dernières années, expliquée par une série d'événements, sécheresse et épisodes biotiques qui ont expliqué cela. Donc, ça se répercute assez visuellement, nous, sur notre résultat. Et donc, les autres tendances sont assez effacées par la tendance assez forte du puits forestier, qui est sa composante principale. Et donc ça, pour rappel, ce sont exclusivement des flux là que je décris. Donc c'est pour ça par exemple, on ne voit pas les zones humides, même si elles ont des stocks de carbone qui sont très importants et qui peuvent compter pour beaucoup, notamment à l'échelle locale. Ici, c'était exclusivement les flux qui sont figurés et qui sont suivis. Donc, pour information, donc ça, c'est une figure qui est issue de notre rapport, qui est le rapport SECTEN, qui est disponible sur notre site. Et on a également des détails un petit peu sur la méthodologie qui sont disponibles. Et nous, nos résultats, on les diffuse à l'échelle nationale et à l'échelle des anciennes 22 régions administratives. Voilà, je vous remercie. Merci Mélanie, merci beaucoup pour ces explications. Est-ce que, juste pour approfondir, rebondir sur le graphique des flux et notamment, puisque je crois qu'il y a plusieurs questions autour du sujet de la baisse importante du puits forestier, est-ce qu'il est possible
de préciser, est-ce qu'on a une idée de la part entre comment dire, la hausse de la mortalité, la baisse de l'accroissement forestier en tant que tel, et le sujet des prélèvements, le ratio de prélèvement produit bois dans cette baisse des 15 dernières années? Moi, j'aurais pas forcément les pourcentages en tête pour cette répartition, mais nous, vraiment la composante qui a eu un changement de dynamique, une accélération forte, c'est la mortalité. Pour ce qui est accroissement, c'était plutôt une stabilisation, voire un petit rebond la dernière campagne, mais je parle aussi sous le contrôle de Mathieu. Et pour ce qui est des prélèvements, je pense que c'est vraiment une composante qui vient après celle de la mortalité, en effet. Et donc, il y a une part qui était, quand on a essayé un peu de raisonner sur les causes, on nous évoque plutôt un phénomène conjoint entre sécheresse et crise sanitaire qui, par exemple, les crises des scolites dans le Grand Est, qui sont aussi accentuées par les conditions climatiques extrêmes de ces derniers étés principalement. Merci Mélanie, et merci Mathieu pour donc, toutes ces explications. Je vois qu'il y a pas mal de réactions. Alors on essaie de répondre au fur et à mesure, au fil de l'eau, aux questions. Il y en a beaucoup, on ne pourra pas répondre à toutes par écrit. On va essayer de garder encore un petit peu de temps à la fin pour en aborder certaines ou l'essentiel si possible. Alors, en guise de conclusion et de mise en perspective, alors je crois que j'ai plus la main, je ne sais plus si c'est Victor, voilà. Merci. Quelques éléments, mais je crois que les grands enjeux ont déjà été cités lors des présentations, mais on voulait vraiment vous rappeler ici les messages clés et qu'on voit apparaître à la fois lorsqu'on regarde à l'échelle, concrètement à l'échelle territoriale, l'utilisation d'Aldo, ce qui peut ressortir, enfin, à savoir le résultat du sondage de tout à l'heure sur les enjeux que chacune et chacun ont pu identifier pour son territoire. Et puis finalement, dézoomer et voir les grands enjeux nationaux pour le secteur forestier en particulier et pour l'ensemble du secteur UTC-ATF globalement, sur les grandes tendances actuelles, c'est-à-dire les tendances, les flux, la baisse année après année du puits de carbone forestier, et puis inscrire tout ça quand même dans le cadre national de viser à 2050 la neutralité carbone, c'est-à-dire la stratégie nationale de bas carbone. Donc, c'est important de faire ressortir les grands enjeux. Alors, simplement, on vous a remis ici un petit visuel qui date un petit peu, mais qui en haut à gauche, qui montre des ordres de grandeur de stock de carbone en brun foncé dans les sols et en brun clair en haut dans la biomasse ligneuse. Voilà, il s'agit bien des stocks, il s'agit bien ici d'ordres de grandeur en tonnes par hectare, qui masquent une grande variabilité, comme vous avez pu le constater à l'usage d'Aldo selon les territoires, selon les régions, selon les types de sols, selon les climats, selon les peuplements ligneux également. Mais déjà, pour dire que l'une des finalités d'Aldo, c'est déjà une sensibilisation, c'est-à-dire montrer ces ordres de grandeur, déjà faire comprendre, ce qui n'est pas toujours évident dans le cadre des politiques publiques aux différents échelons de territoire, faire comprendre ce que sont les stocks de carbone dans les différents réservoirs, différents compartiments, sol, biomasse, etc. À un instant T, ce que sont les flux également en séquestration ou en émission, et ça on est bien revenu dessus, et je crois que Mélanie aussi Victor et Mélanie ont bien rappelé les définitions, et Mathieu également, et comprendre les ordres de grandeur. Voilà, en tonnes de carbone à l'hectare ou en tonnes cumulées à l'échelle des territoires, c'est important de sensibiliser, de montrer les ordres de grandeur, de montrer en quoi ils sont vraiment significatifs et conséquents, et qu'une légère variation
d'un stock dans les sols ou dans les forêts peut entraîner des émissions annuelles nettes très importantes et mettre quelque part en péril aussi les bilans et les objectifs de neutralité carbone, les objectifs climatiques. Donc l'enjeu de sensibilisation, avant même de parler de stockage, c'est-à-dire de séquestration dans le temps, séquestration nette, et donc de puits de carbone, c'est déjà parler de la préservation, c'est-à-dire préserver ces stocks existants, c'est-à-dire éviter qu'ils émettent, éviter leur dégradation par les changements d'usage des terres ou par les pratiques dégradantes, impactantes. C'est déjà préserver ces stocks et ces réservoirs importants. Par les leviers qui apparaissent en bas de la diapo, mais je crois qu'on les a déjà tous cités aujourd'hui. Limiter l'artificialisation. Donc aujourd'hui, on s'inscrit bien dans la politique du zéro artificialisation nette. Et en premier lieu, éviter l'artificialisation des sols, et notamment pour les sols et les écosystèmes qui constituent des stocks importants. On pense aux zones humides notamment, aux tourbières évidemment, aux forêts, aux prairies permanentes. Favoriser une gestion sylvicole maintenant, le puits forestier, c'est-à-dire en évitant la baisse de ce puits forestier, en continuant à faire en sorte que le secteur forestier stocke du carbone, séquestre du carbone chaque année, en préservant les sols forestiers, en évitant que ces sols ne soient dégradés et ne finissent par émettre du carbone, s'assurer de la durabilité des récoltes de bois, ne pas mettre en péril justement ce puits forestier par une récolte trop importante ou trop rapide de bois, et en priorisant les usages de bois à longue durée de vie, c'est-à-dire notamment les produits bois d'œuvre ou d'industrie. Limiter le retournement des prairies permanentes, on l'a évoqué, mais aussi les pratiques agricoles déstockantes qui réduiraient le retour au sol des matières organiques, par exemple, ou l'érosion des sols. Et donc, à l'inverse, promouvoir les pratiques agricoles stockantes, et notamment on rejoint là toutes les pratiques citées dans l'initiative 4 pour 1000, étudiées dans cette initiative, donc, et comment dire, permises dans l'onglet pratiques agricoles d'Aldo, en simulation, les haies bocagères, l'agroforesterie, la généralisation des intercultures ou l'allongement des prairies temporaires dans les rotations culturales. Et puis un dernier point également important, alors qui est peut-être pas estimé de manière aussi fine, aussi précise, parce qu'on manque encore certainement aujourd'hui de références du fait de la très grande diversité des milieux naturels, des typologies, des écosystèmes. Donc c'est préserver et restaurer les milieux naturels, les prairies, les zones humides, les tourbières, etc., qui sont des stocks à l'hectare très importants. Et là, sur le schéma au-dessus, on parle de 125 tonnes à l'hectare, mais ça peut être beaucoup plus. Dans les tourbières, on peut aller jusqu'à 600, 700 tonnes de carbone à l'hectare. Préserver et restaurer ces milieux, les sols et les forêts dégradées, et également la nature en ville, la restauration, la renaturation, qui permet d'actionner aussi des leviers de stockage en ville. Voilà, donc sensibiliser à ces enjeux-là, définir des objectifs et des trajectoires territoriales, alors qui ne sont pas forcément des trajectoires de neutralité carbone nette à chaque territoire, mais qui vont contribuer globalement à la stratégie nationale de neutralité carbone à l'horizon 2050 sur ce secteur des terres. Et puis, on l'a évoqué aussi, affiner les données locales pour aider à définir justement des stratégies, des trajectoires et des plans d'action précis pour chaque territoire. On parle des EPCI, mais on peut le décliner aussi pour d'autres échelons territoriaux. On peut parler des parcs naturels régionaux, des pays, etc., pour pouvoir décliner dans les outils de planification, par exemple les SCOT, pour pouvoir aussi engager des démarches type territoire engagé que porte l'ADEME. Et alors, je voulais citer également la possibilité d'aller plus loin sur certains secteurs ou certains axes, notamment pour l'agriculture,
pour entrer dans le détail de plans d'action et de leviers d'action territoriaux sur les démarches type climat gris qui englobent les bilans gaz à effet de serre, de démarches type ABCTER pour entrer plus dans le détail des pratiques stockantes en grande culture, des itinéraires techniques, ou de démarches urbaines type GESURBA porté par le CEREMA, etc. J'en oublie, mais voilà, l'idée, c'est aussi qu'Aldo soit un premier outil qui donne des ordres de grandeur, qui sensibilise et qui aussi incite à aller plus loin sur certains thèmes, certains sujets, via d'autres jeux de données, d'autres outils. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette conclusion, perspective et voilà, mise en perspective et application à l'échelle de vos territoires. Je crois qu'on a quelques éléments pour terminer avant de prendre quelques questions. Voilà, Victor, je te laisse. Ouais, quelques éléments très compléter. synthétiques de ressources et de contacts pour échanger entre vous ou avec nous. On va vous envoyer tous ces liens dans l'espace de discussion. Donc, il y a un groupe LinkedIn pour pouvoir échanger entre vous sur ces sujets-là. Il y a le formulaire de contact pour échanger avec nous sur l'utilisation de l'outil. J'en ai parlé au début. La documentation Aldo et la FAQ pour monter en compétence sur ces sujets-là. Et le plus important, c'est le lien d'inscription à la base de données Aldo, à la newsletter qu'on va vous envoyer. Et j'insiste dessus parce que là, vous avez sûrement reçu l'information du webinaire parce que vous aviez déjà téléchargé l'outil Aldo, mais on ne va pas utiliser cette base de données. Donc, si vous voulez être au courant de la sortie de la version Chanterelle 2023, par exemple, ou des futurs webinaires, inscrivez-vous bien à la newsletter. Je laisse tout de suite la place aux questions. Il y en a encore. Alors, il y a en effet beaucoup de questions, une soixantaine de questions. Alors, simplement pour le temps qui nous reste, merci de déposer les questions dans la partie Q et R, questions et réponses, pour pas qu'on perde trace de toutes ces questions, pour qu'on puisse aussi y répondre a posteriori. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions et je laisserai aussi Maxence faire remonter d'autres si on a le temps, mais il y a pas mal de questions sur l'échelle, sur les échelles de requêtes dans Aldo. Aujourd'hui, la requête Aldo, c'est l'entrée EPCI. Alors, il y a eu tout un travail de mise à jour d'ailleurs de la base du listing de PCI. Victor, tu pourras compléter. Ouais, on peut Ouais. préciser que c'est la version 2018 Voilà. de votre territoire. J'ai vu que certains n'avaient pas trouvé leur EPCI dans le petit exercice tout à l'heure et j'aurais dû le préciser. Pourquoi? Parce que la plupart des bases de données sont ventilées en 2018, ne serait-ce que Core Land Cover, c'est l'évolution de ces surfaces entre 2012 et 2018. Donc, c'est vos territoires dans la dénomination de 2018. Et normalement, vous devriez retrouver votre EPCI à ce moment-là. Tout à fait. Et alors, dans le prochain développement d'Aldo, la version Chanterelle, le premier trimestre, la requête se fera par commune, avec quand même bien l'objectif de pouvoir agréger un ensemble de communes, puisqu'il faut bien être vigilant sur l'échelle de précision des données, on l'a dit et répété. Les données derrière les calculs d'Aldo sont une échelle de précision régionale ou subrégionale en fonction des bases de données. On a parlé de Core Land Cover pour l'occupation des sols, mais on a parlé aussi de la baie des forêts tout à l'heure avec l'IGN. On a aussi les données du RMQS pour les sols qui sont à l'échelle des zones pédoclimatiques, qui sont des zones plutôt régionales. Et donc, interpréter, qualifier les données, les calculs issus d'Aldo pour une seule commune, voire à une échelle infra-communale, n'aurait pas de sens puisqu'on serait vraiment dans une fourchette de marge d'erreur trop importante. Donc voilà, la prochaine interface Aldo permettra de sélectionner, d'agréger différentes communes pour avoir une interprétation qui restera pertinente à l'échelle de l'EPCI à minima.
ou d'un ensemble de communes qui peut être, comme je le disais tout à l'heure, une autre échelle au-delà des EPCI. On peut aller même imaginer des requêtes à l'échelle départementale ou autre. Il y avait aussi plusieurs questions, il me semble, sur l'échelle temporelle et les mises à jour temporelles. Là, Victor, je te laisserai compléter éventuellement, mais il faut bien aussi se rendre compte que ces différentes bases de données, Corinne Landcover, BD Forêt, on parlait aussi, je crois, de la base de données sur les haies, ne sont pas toutes mises à jour à des fréquences annuelles. On n'a pas des millésimes annuels pour toutes ces bases de données, loin de là. Les données RMQS sur les sols sont des campagnes, on va dire, de longue haleine aussi, qui s'échelonnent sur 10 années. Donc, à chaque exercice, on fera la mise à jour, et je pense notamment à Corinne Landcover, le prochain millésime sera 2024. Donc, il est prévu d'intégrer ce prochain millésime en mise à jour des données, mais il faut bien avoir conscience que chaque année, les données ne sont pas représentatives de valeurs actualisées année par année. Voilà pour les questions, les grandes familles de questions que j'avais en tête. Il y en a plein d'autres. Je ne sais pas, Maxence, Victor, si vous voulez en faire me remonter encore quelques-unes. Oui, il y avait plein de questions très, très intéressantes. Effectivement, il y en avait beaucoup sur les différentes échelles. Sans te relancer forcément dans une longue réponse, dans une des réponses que tu as fait par écrit, Sylvain, tu mettais en garde à l'utilisation de l'échelle de la commune. Et ça faisait aussi l'objet d'une question sur en fait, la transposibilité de la méthode utilisée aujourd'hui par Aldo à justement cette échelle-là. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi? Là, j'aurais pas grand-chose de plus à ajouter, si ce n'est que, en effet, il est important de le dire et de le rappeler. Il ne faut pas prendre pour argent comptant les résultats d'Aldo qui sont des ordres de grandeur si l'utilisation vise une échelle strictement communale, voire infracommunale. Je pense en particulier à l'échelle d'un périmètre d'aménagement, type aménagement d'une ZAC, voire opération, échelle d'une infrastructure ou la gestion d'un espace donné, d'un espace vert, d'un espace naturel, ou les stratégies également, je dirais à l'échelon parcellaire, par exemple, j'ai vu passer, je crois, la stratégie de projet bas carbone, type compensation, que ce soit de la compensation agricole ou forestière. Les projets bas carbone, type label bas carbone, sont à l'échelle d'une exploitation agricole, donc qui agglomère un certain nombre de parcelles, mais qui est une échelle trop précise, et donc qui ne doit pas s'appuyer sur des données ALDO, ou en tout cas qui peut les utiliser simplement comme des ordres de grandeur. Les projets bas carbone en foresterie, label bas carbone, c'est également la même chose. On a bien l'échelle parcellaire, donc d'unité de gestion. Donc, il faut pour cela, sur ce type de projet, s'appuyer sur des outils spécifiques qui vont réaliser, et qui sont des outils aussi, je dirais, certifiés, qui sont adaptés à ces échelles de précision. On peut penser justement aux outils et méthodes utilisés dans le cadre du label bas carbone, par exemple. Quelques questions pour profiter de nos intervenants, Mathieu et Mélanie. Alors, il y a plusieurs questions. L'accompagnement de l'hygiène est-il gratuit ou payant? Est-ce qu'une BD Forêt V3 prévue prochainement? Voilà, je pense que tu y as répondu un petit peu dans les perspectives sur la BD Forêt V3 et sur l'échelle plus locale de cette base de données. Une question qui vous concerne tous les deux. Constatez-vous une baisse de production suite aux canicules des années passées récentes? Alors, ouais, donc moi j'avais répondu sur ces aspects BD Forêt V3 et puis pour ça. Donc, ouais, effectivement, comme tu le disais, BD Forêt V3, quelqu'un parlait de prochainement. Moi, je n'utiliserai pas le terme de prochainement, mais effectivement, il y a des expérimentations qui sont en cours pour utiliser les données de la télédétection et puis l'IA. Donc voilà, ça a débuté, mais pour l'instant, on n'en est pas du tout au stade de la production. Après, pour les chiffres de la production, j'ai pas les chiffres en tête, mais du coup, j'ai laissé un lien vers le site de l'inventaire forestier. Il y a les mémentos annuels, en fait, il y a les documents de présentation des résultats annuels qui sont disponibles en téléchargement. Et peut-être qu'il y a des chiffres, effectivement, sur ces aspects-là.
Ok. Moi, je ne les connais pas. Hein. Alors après, des questions un peu plus pour expliquer certaines typologies. Peut-être que Mélanie, tu auras des éléments de réponse. Pourquoi, par exemple, on a rarement dans Aldo des flux de stockage pour les prairies ou les cultures? Je pourrais y répondre aussi. Moi, je pense que dans Aldo, on a du coup assez peu de conversion prairie-culture au titre de vraiment ce qu'on appelle nous un changement d'usage. Parce que Corinne Landcover, c'est pas quelque chose qui va noter. Donc, côté inventaire, on a en revanche un certain nombre que, comme on était basé sur l'enquête Terruti, qui voyait beaucoup de ces conversions prairie-culture. Donc, ils faisaient des flux dans les sols. Aldo, je pense que du coup, il y a des flux sols quand on indique qu'on a des pratiques stockantes qui sont réalisées sur le territoire. Donc, je pense que c'est ça, c'est en lien avec l'utilisation de Corinne Landcover. Et après, c'est si vous mettez plus ou moins d'input dans ce qui est pratique stockante. Il y a aussi une différence en fonction du territoire que vous sélectionnez, c'est-à-dire que du coup, Aldo, par principe, pour les changements d'usage des sols, on regarde l'occupation finale, s'il n'y a pas de flux sur la typologie finale de la prairie, c'est-à-dire que sur votre territoire, il n'y a rien qui a été converti, ou que Corinne Landcover, en tout cas, n'a pas détecté de surface convertie en prairie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prairies qui ont été converties en autre chose. Et ça, évidemment, ça dépend de chaque territoire. Si on est sur un territoire qui s'urbanise, on n'aura pas les mêmes résultats que sur un territoire plus rural. Mais en tout cas, effectivement, si c'est des changements d'usage des sols qui sont plus rares sur votre territoire, c'est qu'on est plutôt dans une perte de surface agricole, vers des cultures ou des prairies vers autre chose. L'exemple du pays de Nemours que je donnais, on avait des cultures et des prairies qui étaient converties en sol artificiel, plus que l'inverse. Les 31, je propose, Suzy, qu'on clôture le webinaire. Sylvain, si tu veux dire un mot de remerciement. Oui, il est temps de conclure en effet. Bon, mais en tout cas, merci. Déjà, merci à nos intervenants pour ces présentations ouais, très, très intéressantes et qui vraiment s'inscrivent bien dans les enjeux et problématiques visées pour Aldo et qui, je pense, et visiblement, c'est le cas d'après les questions et les commentaires, qui font vraiment écho pour les participants aux problématiques territoriales. Donc, merci encore à tous les participants. Vous avez été nombreux. On a répondu peut-être à la moitié des questions pour l'instant, donc ne soyez pas frustrés en faire un retour. On diffusera donc en replay le support également de présentation. Et puis, il y aura aussi toute une actualité, ça a été dit, via les formulaires d'inscription à la newsletter, via les réseaux LinkedIn. Donc, restez en contact si vous voulez suivre en particulier les évolutions de l'outil. Et il y en aura prochainement, dès les prochains mois de 2023. Merci à tous et à toutes et à très bientôt.